Ok, donc on va démarrer la soutenance de thèse de Thomas Trouchkine. Je vais commencer par bonjour à tous. Je vais commencer par introduire le jury. On a un large jury de personnes de partout. Donc je vais présenter les personnes. Donc d'abord les deux rapporteurs sur ce travail. Donc Philippe Maureen, qui est maître de conférence au LIRM à Montpellier, Karine Heidemann, qui est au LIPSIS à Sorbonne Université. Pour les examinateurs, donc, il y a Patrick Chaumont, qui est professeur aux États-Unis à l'Institut Polytechnique de Worcester. Jean-Max Dutertre, qui est professeur à l'École des mines de Saint-Étienne à Gardanne. Lilian Bossuet, professeur à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne. Clémentine Maurice, qui est chargée de recherche à Lille. Et Patrick Haddad, qui est docteur ingénieur à ST Microélectronique. Il y a aussi les deux encadrants, donc Jessique Lédière, qui est ingénieure HDR au CEA Leti à Grenoble, et Guillaume Bouffard, qui est ingénieur à l'ANSSI et aussi à l'ENS. Voilà. Et je me présente, donc Marie-Laure Potet, donc je suis professeure à Grenoble et je préside ce jury avec grand plaisir. Voilà. Donc, du coup, Thomas, je te laisse 45 minutes pour présenter ton travail. À toi la parole. D'accord. Merci beaucoup, Marie-Laure. Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette soutenance de thèse. Donc, alors, donc, comme je disais, bienvenue à ma soutenance de thèse. Donc, je vais vous présenter dans les 45 prochaines minutes ce qui m'a occupé durant ces 3 dernières années. Donc, ma soutenance de thèse porte sur la sécurité des systèmes on-chip, l'évaluation de leur sécurité face à des attaques physiques. Donc, on va voir ça en détail. C'est une thèse qui était dirigée, comme l'a dit Marie-Laure, par Jessique Lédière du CEA et co-encadrée par Guillaume Bouffard, un collègue de l'ANSSI. Et j'ai réalisé cette thèse au sein du laboratoire de sécurité des composants de l'ANSSI. Alors, cette thèse porte sur l'évaluation des systèmes on-chip. Et en fait, ce qui nous intéresse ici, quand on travaille à l'ANSSI, c'est assurer la sécurité de plusieurs systèmes qui peuvent être utilisés par, on va dire, les citoyens au quotidien. Et en particulier, il y a des opérations qui nous intéressent énormément, qu'on a envie de sécuriser. Et ces opérations en question, c'est typiquement des choses comme le paiement, tout ce qui est service de santé ou identification des personnes. Et ces opérations se matérialisent souvent par des objets, par exemple des cartes bancaires, des cartes vitales, des passeports, des cartes d'identité électronique bientôt. Et comme ces objets doivent assurer des fonctions de sécurité, doivent garantir un haut niveau de sécurité, ils reposent sur des appareils qui sont conçus pour ceci. Et donc, ces appareils, historiquement, c'est ce qu'on appelle des cartes à puce. Ce sont des objets qui sont conçus pour faire de la sécurité et qui subissent, du coup, en ce sens, une évaluation de sécurité de très haut niveau. Par contre, et c'est une mouvance qui s'est installée petit à petit, de plus en plus aujourd'hui, ce type d'opération est prise en charge par différents appareils que je vais appeler appareils mobiles. Et en fait, je pense surtout à des choses comme des téléphones portables ou des laptops. Et en fait, la différence par rapport aux cartes à puce, c'est que ces appareils sont à la base conçus pour avoir de bonnes performances, donc consommer peu d'énergie et produire une grosse puissance de calcul. Les problématiques de sécurité liées à des opérations sensibles sont des choses qui ont été rajoutées récemment et qui se focalisent majoritairement sur toute la partie sécurité, sur toute la partie logicielle. Et il n'y a pas encore d'évaluation au même titre qu'il y a sur les cartes à puce. Il y a quelques évaluations qui commencent à arriver, mais voilà, c'est encore très jeune. Et donc, à l'ANSSI, en tout cas, on se pose énormément de questions sur la sécurité de ces appareils-là. Donc, quand je parle d'évaluation, de quoi je parle? Je parle du schéma d'évaluation tel qu'on le voit quand on travaille à l'ANSSI et quand on vit un peu dans le monde des cartes à puce. Donc, c'est un schéma d'évaluation qui a 3 acteurs principaux, un sponsor, un laboratoire d'évaluation, d'accord, et un centre de certification. En France, le centre de certification, c'est l'ANSSI, fait partie de l'ANSSI. Donc, comment ça se passe? Le sponsor demande une évaluation à l'ANSSI en disant je veux que ce soit tel labo qui m'évalue. Il y a des échanges entre les 3 acteurs pour définir la cible de l'évaluation, le plan de test,
et pour en fait voilà, garantir que tout se fait selon l'état de l'art qui est connu en fait des attaques contre lesquelles on veut se protéger. Et donc, c'est le rôle de l'ANSSI de garantir que les laboratoires d'évaluation font des évaluations pertinentes au regard de l'état de l'art des attaques qui sont connues et du niveau d'évaluation qui est demandé par le sponsor. Le centre de certification, pour être aidé dans cette tâche, a un support qui est les laboratoires de l'ANSSI. Et ce support, ces laboratoires, c'est là où j'ai passé mes 3 dernières années, en fait, où j'ai travaillé, et en particulier dans le laboratoire de sécurité des composants qui s'occupe essentiellement de la sécurité au niveau matériel contre les attaques de type perturbation, side channel. Donc ça, c'est le cadre dans lequel j'ai réalisé ma thèse. Et donc, les évaluations aujourd'hui, telles qu'elles sont faites, elles se focalisent majoritairement sur les cartes à puce. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce sont ces nouveaux appareils qui font, en fait, c'est pas amené, aujourd'hui, ils font de plus en plus des opérations sensibles et donc on veut une idée de ce niveau d'évaluation. Donc, c'est pour aussi anticiper des évaluations futures sur ce type de produit. Alors, c'est quoi la différence entre ces deux produits? Qu'est-ce qui nous fait poser ces questions-là? Si on regarde les smart cards et les je vais dire smartphones, mais appareils mobiles de manière générale, ce qui change le plus, c'est le composant maître, le cœur en fait de chacun de ces objets. Dans le cas des cartes à puce, on a ce qu'on appelle des secure elements, éléments sécurisés, qui sont des systèmes très petits, d'accord, qui tiennent typiquement dans une carte bancaire et qui intègrent très peu de composants qui sont renforcés exprès pour résister à des attaques de très haut niveau. Donc, généralement, ils sont constitués d'une interface de communication standardisée, d'un cœur cryptographique, de mémoire interne qui sont protégées et d'un processeur qui possède un seul cœur qui va faire tourner un petit OS avec une machine virtuelle et des applications de confiance. Tous les blocs qui sont décrits dans les Secure Elements, tels que vous le voyez sur le schéma ici, sont des blocs qui sont évalués au cours de différentes évaluations, que ce soit matérielles ou logicielles. Si on regarde un processeur de smartphone, c'est ce que j'appelle moi un SoC, un complexe SoC même, un système on chip complexe. Pourquoi complexe? Parce que si on compare à un élément sécurisé, il a plus de complexité. Et cette complexité, elle se matérialise par plusieurs choses, notamment sa taille, mais le nombre de modules qu'il intègre. Si on prend le processeur, on a plusieurs cœurs qui sont souvent de tailles différentes pour optimiser la consommation d'énergie. En termes de partie logicielle, on a un noyau, puis 2 OS, généralement, un OS de confiance, c'est-à-dire qu'il va exécuter uniquement des applications qui sont signées et validées par le constructeur, et un OS un peu plus libre, qui va pouvoir en fait charger n'importe quelle application à partir du moment qu'elle vient du store du fournisseur du téléphone. Et puis, il y a plein d'autres modules, des modules de gestion de graphisme, vidéo, énormément d'interfaces, USB, Wi-Fi, Bluetooth, JTAG, des mémoires internes et externes, souvent la RAM est externe, et même un module de gestion d'énergie dynamique. En fait, on se rend compte qu'en termes de volume, de densité, il y a énormément plus de choses, et donc, évidemment, une évaluation, on va dire, aussi exhaustive sur un SOC que sur un SE, c'est très compliqué parce qu'il y a énormément de choses à regarder et beaucoup plus d'interactions. Et donc, on se pose des questions sur comment on fait pour évaluer ce genre de circuit. Alors, quand je dis évaluer ce genre de circuit, c'est évaluer ce genre de circuit au regard de certaines menaces. Et les menaces qui nous intéressent, et en particulier au laboratoire de sécurité des composants, ce sont des menaces type attaque matérielle. Alors, celle qui m'intéresse aujourd'hui, c'est les attaques par perturbation. Qu'est-ce qu'une attaque par perturbation? Donc, on considère, en tout cas moi, je considère une attaque par perturbation comme quelque chose qui vient modifier le flot d'exécution d'un programme. Si on prend ici, par exemple, un processeur qui exécute un programme. On a différents états qui vont se succéder. D'accord. On passe d'un état à un autre avec des instructions. Et chaque instruction, en fait, l'ensemble des instructions représente le programme. On exécute les instructions dans l'ordre et le programme s'exécute. Les attaques par perturbation sont un type d'attaque qui viennent modifier le comportement du processeur pour qu'à un moment donné, on passe d'un état qui était, on va dire, légal, prévu, à un état non prévu par le programme. C'est un chemin par lequel il ne devait pas passer. Et ensuite, le programme continue à exécuter ses instructions. D'accord, les flèches ici restent noires, non perturbées. Par contre, l'état, lui, est perturbé. Donc, on se rend compte que
Si, par exemple, on est sur un programme qui va vérifier un mot de passe, eh ben, il ne faut pas qu'il soit perturbé au moment où il doit dire qu'il doit refuser en fait, le mot de passe si on a donné mauvais mot de passe. Parce que si jamais on arrive à valider un mot de passe qui est mauvais, on peut authentifier un utilisateur alors qu'on ne devrait pas. Et ça, c'est typiquement le genre de menace qu'on imagine intéresser un attaquant. Et donc, c'est ce genre de choses, par exemple, qu'on a envie d'évaluer. Alors là, j'ai présenté en gros ce que c'est une attaque par perturbation. La question, c'est comment on perturbe un composant. Alors, si on regarde la littérature, il y a énormément de façons de perturber un composant. Un composant, c'est un objet physique, c'est un cristal, et donc il a énormément de propriétés. Il peut être perturbé par de la température, en modifiant sa tension d'alimentation, ce genre de choses. Quand on fait des évaluations de sécurité, il y a deux moyens d'injection qui nous intéressent énormément pour leur précision et leur répétabilité. Et donc, ce sont ces moyens d'injection que sur lesquels je vais me concentrer durant ma thèse, sur lesquels je me suis concentré durant ma thèse, qui sont les ondes électromagnétiques et les attaques optiques, en particulier les attaques laser, les attaques avec perturbation laser. Ces deux moyens d'injection ont des qualités, et leur principale qualité, c'est la précision et la répétabilité. Donc voilà, ça résume globalement le cadre de ma thèse, où on va s'intéresser à faire une évaluation, à proposer des solutions pour évaluer des circuits complexes type SOC face aux attaques par perturbation, et en particulier les attaques laser et les attaques par perturbation électromagnétique. Alors, plutôt que de faire une liste totale exhaustive de ce que j'ai fait, on va plutôt se placer dans le cadre d'un évaluateur et essayer d'évaluer, ici, là, pour le temps qui nous reste, une application qui fait une fonction de sécurité sur un SOC complexe. Donc, l'application qui m'intéresse, parce que si on connaît un peu Linux, voilà, c'est une application qui est très importante, c'est sudo. Sudo, ça sert à quoi? Ça sert à un utilisateur sous Linux de prendre des droits privilégiés pour faire des opérations sensibles sur une machine. Généralement, c'est réservé aux administrateurs des machines, mais voilà, c'est quelque chose qui est accessible à n'importe quel utilisateur si son mot de passe est valide et qu'il a le droit de le faire. Donc, on imagine une situation où on veut garantir que sudo ne peut authentifier que les utilisateurs qui ont le droit pour leur donner des droits privilégiés et en considérant des perturbations. Donc, si on formalise un petit peu ça, ce qui m'intéresse, c'est d'évaluer l'authentification par mot de passe d'un programme sudo qui tournerait sur une distribution Linux, et j'ai choisi Debian 9 pour faire ça. Comme on veut travailler sur des composants, on veut quand même faire des évaluations qui sont un peu représentatives de ce qu'on peut trouver dans les circuits qui sont dans la nature, donc des smartphones. Et donc, les cibles que j'ai décidé d'étudier, ce sont deux cibles ARM BCM2837 et BCM2711B0, qui sont des générations similaires, et une cible d'architecture x86, l'Intel Core i3. Voilà. Alors, la question maintenant, c'est comment on fait pour évaluer ce genre de choses? Parce que, en fait, si on considère une application type sudo sous Linux, on est quand même déjà assez loin de ce qui se fait sur les cartes à puce, parce qu'on a le noyau Linux qui apporte énormément de mécanismes. En fait, la méthode que je propose de faire est la suivante. On fait une analyse descendante où on va d'abord regarder la structure globale du programme sudo, parce que le programme sudo, comme il s'exécute sous Linux, il va reposer sur des mécanismes du noyau qu'on va pouvoir identifier après. Une fois qu'on a identifié ces mécanismes du noyau, eux-mêmes reposent sur des composants du circuit qui permettent de faire les différentes opérations. Et donc, ces composants-là, ce sont eux qu'on va potentiellement perturber ou qui sont perturbables. Et donc, on veut caractériser comment ces composants réagissent face à des perturbations, comment des stimuli extérieurs les font dysfonctionner. Et à partir de là, une fois qu'on a fait cette caractérisation, on peut remonter pour refaire l'analyse en se disant si je sais comment tel composant est perturbé, je sais quel impact ça a sur mon noyau et je sais quel impact ça aura sur mon programme a posteriori. Et ça peut aussi avoir un impact directement sur mon programme parce que le programme va quand même s'exécuter. D'accord? Si on regarde la flèche du temps d'exécution d'un programme comme sudo, il y a le noyau Linux qui va configurer l'environnement dans lequel le programme va s'exécuter. Le programme va s'exécuter et de temps en temps, il va demander au noyau Linux de lui faire quelques opérations. Et à la fin, il va continuer son exécution. En fait, on peut perturber un peu l'ensemble. D'accord? Et donc, on veut savoir de manière
sous-jacente, quelle partie du composant va être perturbée et quel impact ça aura sur l'ensemble de l'exécution du programme. Et ça nous permet d'avoir une idée globale de la sécurité du programme au regard des attaques par perturbation. Donc, si on regarde la structure générale de sudo, comment ça fonctionne? Alors, sudo, c'est un programme, en fait, si on regarde le binaire sudo, le code binaire de sudo, c'est très simple. Il y a deux fonctions principales, le main, qui est le point d'entrée, et la fonction policycheck. Et en fait, sudo, le binaire sudo en lui-même ne fait pas grand-chose. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va charger un module qui est un fichier .so Linux et il va appeler la fonction checkPolicy. Donc, il va checker la politique et il va exécuter ceci. Donc, en fait, si on prenait texto l'évaluation de sudo, on se rendrait compte que on ne va juste pas évaluer grand-chose parce que sudo en soi ne fait pas grand-chose. Ce qui est l'intérêt de sudo et qui est en fait une des forces de Linux et une des complexités d'évaluation, c'est sa modularité. Ce qu'on veut évaluer, en fait, ce n'est pas sudo. Ce qu'on veut évaluer, c'est sudo, c'est plutôt le processus d'authentification d'un utilisateur fait par sudo quand il est configuré par défaut sous Linux. On se rend compte déjà, rien qu'en le disant, qu'on est sur quelque chose de plus compliqué que simplement regarder un fichier, un binaire qui va s'exécuter tel quel. Donc, la structure globale, ça se passe comment? On a sudo qui va charger sa politique. Donc, par défaut, c'est sudoers, sudoers.so, d'accord, qui est un fichier qui est dans vos librairies partagées sous Linux. Il y a plusieurs fonctions qui vont s'exécuter. Sudoers lui-même repose sur une autre librairie, une bibliothèque, d'accord, qui s'appelle PAM, qui est en fait la bibliothèque qui fait les authentifications sous Linux. C'est elle qui permet de faire tout type d'authentification. Et comme on est sur un système Linux, cette bibliothèque elle-même va charger un module PAM Unix qui va permettre de faire ce genre de, qui va permettre de faire l'authentification. On voit bien que la dernière fonction, assez parlante, c'est verify password hash qui va vérifier les mots de passe. Donc, si on suit l'exécution du programme, on se rend compte que sudo, en fait, l'authentification par sudo, ce n'est pas un binaire, c'en est 4. Et qu'entre ces binaires, il y a un bout de code qui est le loader du noyau qui va charger ces bibliothèques dans la mémoire pour que ensuite le programme puisse appeler les bonnes fonctions. Donc, en fait, on va alterner entre l'exécution de notre programme, le chargement des dépendances qui est, lui, réalisé par le noyau, et ensuite les appels de fonctions. Et on sent bien que tout ça a besoin d'être fait de manière sécurisée parce que si jamais on charge la mauvaise bibliothèque, le programme va faire un appel de fonction dans une zone mémoire qui ne correspond pas du tout à ce qu'il attendait. Et donc, on a un problème de sécurité parce qu'on va exécuter du code qui n'est pas celui qu'on attendait. Donc ça, c'est au niveau du loader en fait, du noyau. Il faut bien regarder le noyau, il faut s'assurer qu'il va charger la bonne chose. Et pareil, quand on fait de l'appel de fonction, il faut s'assurer qu'on tombe sur la bonne fonction. Alors, pour tomber sur la bonne fonction, il y a un autre mécanisme qui rentre en jeu sur les stocks, c'est la traduction d'adresse virtuelle vers adresse physique. Quand on prend notre CPU, d'accord, qui exécute du code, lui, il travaille avec des adresses virtuelles et ces adresses virtuelles sont traduites en adresses physiques. D'accord, ce sont ces adresses que la mémoire, la RAM, connaît. Et une fois que la RAM reçoit une adresse physique, elle renvoie la donnée au CPU. La donnée peut être soit une donnée classique, soit une instruction qui va être exécutée. Pour faire cette traduction, la MMU elle a besoin de tables qui sont appelées des PTE, qui sont des tables qui sont écrites par le noyau, qui sont stockées dans la mémoire du noyau et qui sont mises à jour en fait, quand le programme veut faire une allocation mémoire. Et donc, on se rend compte ici qu'en plus de garantir que le loader va charger les modules au bon endroit dans la mémoire, il faut garantir que la MMU va faire la traduction correctement des adresses virtuelles vers les adresses physiques et qu'en plus, quand on fait une allocation de mémoire, le noyau écrit les tables correctement dans la mémoire de manière à ce que la traduction se passe correctement. Et donc là, on se rend compte qu'en plus du binaire sudo, on a des mécanismes en fait, liés au noyau et à la structure du programme qui sont à regarder. Si je résume en fait l'analyse que je vous ai présentée, la méthode que je vous ai présentée avec cette analyse, on se rend compte qu'au niveau de la structure du programme, on va avoir 4 fichiers binaires à regarder, à minima. En termes de mécanisme du noyau, on va devoir regarder le dynamic linker, donc le loader de dépendance. On va devoir regarder aussi l'allocateur mémoire, le bout de code du noyau qui va faire les allocations de mémoire. Et il faut aussi garantir que la résolution d'adresse, le fait de passer d'une adresse virtuelle à une adresse physique, se fasse correctement. Et on a vu avec notre analyse que les composants qui rentrent en jeu dans cette partie-là, ce sont le CPU, le processeur et la MMU, l'unité de gestion de la mémoire. Et donc, c'est cette partie-là sur laquelle j'ai énormément travaillé en fait, dans ma thèse, c'est la caractérisation du processeur, d'un SOC, face aux perturbations. Comment
le processeur est perturbé face à des perturbations. Alors pourquoi je dis uniquement processeur? Parce qu'il faut savoir que la MMU, unité de gestion de mémoire, est intégrée au processeur. D'accord. Si on regarde un socle complet tel qu'on le voit ici, on a énormément de modules, d'accord. On est sur une vue un petit peu exhaustive mais schématique quand même. Et la partie qui nous intéresse, d'accord, contient la MMU, donc la Memory Management Unit qui est ici, et le CPU, ce que moi j'appelle CPU. En tout cas, c'est l'ensemble des cœurs, d'accord, avec toute la mécanique interne, j'ai envie de dire, et les caches qui sont partagées entre ces cœurs. D'accord. Il faut bien comprendre qu'on ne s'est pas attaqué à l'évaluation complète des socles, parce qu'il y a énormément de choses à regarder, mais uniquement la partie CPU, parce qu'en faisant une analyse globale des programmes qui s'exécutent dessus, on se rend compte qu'il y a énormément de choses à regarder là-dessus et que c'est souvent critique. Et voilà, on pourra déjà en tirer pas mal d'informations. La question, du coup, une fois qu'on arrive là, c'est d'accord, mais comment on fait pour caractériser comment ces CPU sont perturbés, comment ils réagissent face aux fautes. D'accord. Et donc, la première étape, naturellement, c'est de regarder ce qui s'est fait déjà dans la littérature. Donc, j'ai catégorisé les travaux de la littérature avec le tableau suivant, d'accord. J'ai listé différents moyens d'injection et différents niveaux d'abstraction sur lesquels on va essayer de comprendre les effets des fautes. On peut les comprendre au niveau micro-architectural, d'accord, vraiment dans les composants du circuit. On peut la comprendre au niveau ISA, c'est-à-dire au niveau du jeu d'instruction, comment il est modifié par rapport à quelque chose, un comportement standard, et au niveau programme, où là, on modifie le changement. Si on regarde les travaux qui ont été faits sur des microcontrôleurs ou des petits composants qui sont similaires à des secure elements, on se rend compte qu'il y a énormément de travaux. Ça, c'est dû au fait que ce sont des composants qui sont souvent évalués. Et le fait de travailler sur des microcontrôleurs donne pas mal d'informations sur comment évaluer les secure elements. Mais nous, on travaille sur les socles. Et si on se concentre sur les socles, on se rend compte tout de suite qu'il y a beaucoup moins de travaux, en tout cas sur la caractérisation des fautes. Donc, il y a quelques travaux au niveau des programmes où on perturbe des programmes, et il y a quelques travaux au niveau ISA, et il y en a un qui nous intéresse en particulier, c'est celui qui est ici, donc ISA, caractérisation au niveau ISA, et en utilisant des ondes électromagnétiques, qui a été réalisé par Julien Proy. Et dans ce travail, il y a une méthode qui est présentée, enfin un début de méthode, et en fait, on va nous s'inspirer de cette méthode pour l'étoffer et essayer petit à petit de gratter, on va dire, de l'information au niveau du comportement du circuit sur la microarchitecture. D'accord. Notre objectif, nous, c'est d'avoir de l'information au niveau microarchitectural. Pourquoi on veut de l'information au niveau microarchitectural? Parce que ça nous permet de construire des contre-mesures au niveau composant. D'accord. Je répète, je travaille au laboratoire de sécurité des composants. Les analyses logicielles sont intéressantes, mais on veut d'abord partir en profondeur de la microarchitecture. Et donc, mes travaux sur les 3 ans se sont inscrits là-dedans. Donc, ce sont les suivants. On a fait de la caractérisation au niveau microarchitectural. On a identifié que le cache et la MMU des composants pouvaient être perturbés. On va voir comment. On était parti d'une caractérisation au niveau ISA, où on a identifié une corruption d'instruction. Et pour montrer un peu, valider cette caractérisation, on a perturbé pas mal de programmes, notamment des DFA, notamment des AES qu'on a attaqué avec DFA et PFA, et aussi un travail sur sudo, celui que je suis un peu en train d'utiliser comme fil rouge pour cette présentation. Et je répète parce que je l'ai dit peut-être un peu vite au début, parmi les cibles sur lesquelles je travaille, il y a une cible Intel qui a une architecture x86. Jusqu'à maintenant, tous les travaux sur les fautes ciblaient des architectures ARM. D'accord. Même les travaux sur les microcontrôleurs, c'était majoritairement du ARM, et je suis le premier à faire des travaux sur x86 sur des architectures basées, faites par Intel. Voilà. Alors, du coup, comment j'ai fait cette caractérisation? Je vais vous parler de la méthode que j'ai utilisée, la fameuse méthode, et que j'ai un petit peu améliorée, qui est inspirée des travaux de Julien Proy. Alors, la méthode son objectif, c'est d'être le plus simple possible. D'accord. Je ne veux pas avoir besoin d'accès privilégié à la cible. Je veux pouvoir exécuter tout sur une cible que je contrôle pas énormément, d'accord, des cibles fermées.
Donc, je vais exécuter un programme de test qui est la répétition d'instructions. Ces instructions ont la particularité de ne rien faire, d'accord? Par exemple, un OU de R5 de R5, un OU d'un registre avec lui-même ne fait rien. D'accord? Et on peut imaginer des tas d'autres instructions, des end d'un registre avec lui-même, un move d'un registre dans lui-même, ce genre de choses. J'initialise mon processeur à un état que je connais. Donc, je prends les différents registres et je les initialise à des valeurs que je connais. Ces valeurs sont choisies de manière un petit peu intelligente, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Et le but, c'est d'avoir une très bonne connaissance de l'état de mon processeur. Et en fait, le but, c'est de se dire, bah, si j'ai un programme qui ne fait rien et que je connais l'état de mon processeur, l'état ne va pas changer. Donc, si jamais j'observe un changement dans l'état du processeur, je sais que ça vient de la perturbation extérieure que j'aurai. Et donc, c'est à partir de là qu'on va essayer de faire une caractérisation un peu en profondeur où on va partir de notre observation, on va se dire, OK, mon programme a été fauté parce que j'observe quelque chose, j'observe un changement dans l'état de mes registres alors qu'il ne devrait pas y en avoir. On essaie d'identifier si on est plutôt en train de cibler des données ou les instructions, et puis petit à petit, avec des codes, on raffine l'analyse pour avoir une information au niveau microarchitectural. Et c'est ça qui nous intéresse parce que c'est cette information qui nous permet d'avoir une idée de comment réagit notre composant et donc de le sécuriser et aussi de faire des analyses un peu plus haut niveau ensuite pour monter, comme je l'ai montré, l'analyse. Donc, je vais présenter cette méthode appliquée à un composant en particulier. Donc, celui sur lequel j'ai le plus travaillé, c'est le BCM2837, qui est sur un Raspberry Pi 3 et que j'ai perturbé avec des ondes électromagnétiques. Donc, le composant, voilà, il ressemble à ça quand on le met sur le banc avec sa sonde. Si on ouvre le composant et qu'on regarde, on se rend compte que le CPU est sur la partie droite. Ici, on a les 4 cœurs et puis on a des motifs assez réguliers qui correspondent à la mémoire cache du processeur, d'accord? Et on se rend compte, et c'est pour ça que j'ai précisé avant, que le CPU ne couvre pas du tout toute la surface du circuit. D'accord? On est bien sur une sous-partie du circuit. Faire une analyse complète, c'est très compliqué. Donc, la première chose à faire, c'est d'identifier les points sur lesquels je vais pouvoir obtenir des fautes. D'accord? En fonction de la position de ma sonde sur le circuit, j'observe ou pas des fautes. Et donc, c'est la première expérience que j'ai faite, et les résultats sont présentés ici. Sur la gauche, j'ai réalisé une carte où j'ai identifié toutes les positions pour lesquelles j'avais ce que j'ai appelé des reboots. C'est-à-dire que la perturbation a mis le circuit dans un état où je ne pouvais pas le faire fonctionner. Il ne fonctionnait plus, j'étais obligé de le redémarrer pour obtenir quelque chose. Donc ça, c'est le type de faute qui m'intéresse le moins parce que mon objectif, comme j'ai présenté avant, c'est d'avoir une faute qui va modifier l'état, mais de manière assez subtile pour que le programme continue à s'exécuter à partir d'un état fauté. Et ça, c'est ce qu'on a observé sur la figure de droite. Ce sont sur ces positions où j'étais capable de faire des fautes qui ont modifié mon programme, d'accord? J'ai observé des registres fautés, mais le composant a continué à s'exécuter comme si ne s'était rien passé, en fait, comme si l'exécution s'était faite normalement. D'accord? La perturbation était suffisamment subtile pour que ce ne soit pas détecté par le circuit. Désolé. Donc, si j'observe des fautes, comme j'ai dit, c'est que j'ai observé des registres fautés. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis placé à une position où j'observais des registres fautés et j'ai fait une grande campagne. Et à partir de là, j'essaie d'en tirer de l'information. Donc, la première information que je viens de dire, c'est d'accord, j'ai fauté des registres. Quel registre j'ai fauté? Et donc, les résultats sont présentés sur la figure suivante. J'ai fait ça avec deux expériences. Enfin, en tout cas, je présente ça avec deux expériences. Une où mon programme de test, c'était l'instruction end R8 répétée le nombre de fois qu'il faut pour viser correctement, et l'instruction OR R5 R5. Et ce qu'on observe, c'est que le registre fauté est directement lié au registre manipulé par l'instruction. Dans le cas où le registre manipulé, c'est R8, j'ai une grande probabilité de fauter R8, et dans le cas où le registre manipulé, c'est R5, j'ai une grande probabilité de fauter R5. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça nous dit la faute que j'observe est directement corrélée à l'instruction. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que déjà, on se dit, ce n'est pas un effet aléatoire. Je ne suis pas en train de faire une perturbation chaotique. Il y a une information derrière, il y a un comportement répétable et je peux donc en tirer une information. Et c'est ça qui m'intéresse pour identifier quel est le point névralgique de mon composant qui est ciblé. D'un autre côté, c'est assez embêtant parce que ce qu'on aime aussi, c'est avoir des fautes qui ne changent pas en fonction du programme qu'on exécute. Parce qu'il faut que, si on fait une caractérisation, ce soit portable sur un autre programme qui s'exécuterait. D'accord? Mais là, on ne peut pas conclure là-dessus pour le moment. Et donc, on continue.
Donc, une fois qu'on a observé ça, on se dit, d'accord, il y a une corrélation entre l'instruction exécutée et le registre fauté, mais il y a une valeur fautée, du coup, dans ce registre. La question, c'est quelle est cette valeur? Est-ce que c'est quelque chose d'identifiable? Est-ce que c'est quelque chose de répétable? Donc, si on regarde les distributions de valeurs fautées pour mes deux instructions, on se rend compte déjà que c'est répétable, d'accord? Ce n'est pas aléatoire, il y a clairement des valeurs qui ressortent, d'accord, pour une probabilité importante de sortir. Et quand je dis importante, c'est entre 30 et 40%. Globalement, 80% des valeurs fautées, enfin 80% des valeurs fautées sont parmi 3 ou 4 valeurs différentes. Donc, on sent que ce n'est pas aléatoire. On sent qu'il y a quelque chose qui est lié, qui est répétable et qu'on peut du coup identifier. Et ça, c'est rassurant quand on fait de la caractérisation, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on va pouvoir potentiellement protéger. La question, par contre, c'est de se dire, OK, mais pourquoi ces valeurs-là et pas d'autres? Et si on observe, alors c'est une observation que j'ai faite, ça m'a pris un petit peu de temps, mais en fait, ce qu'on observe, c'est que les valeurs fautées qui reviennent assez souvent sont des combinaisons des valeurs initiales de mes registres. C'est pour ça que j'ai dit avant que j'avais choisi mes valeurs initiales de manière intelligente, c'est pouvoir identifier facilement des combinaisons entre elles. Donc, j'ai réalisé un programme que j'ai appelé de manière très inspirée l'analyseur. Et donc, cet analyseur, il me sert à quoi? Il me sert à chercher heuristiquement les liens entre les valeurs fautées que j'observe et les valeurs initiales que j'ai mises dans mes registres. D'accord? J'ai mis une méthode un petit peu incrémentale où, quand j'arrive à identifier des liens, je le fais rechercher automatiquement parmi toutes les valeurs fautées et ça me permet d'identifier en fait des combinaisons de registres qui permettent d'avoir une idée du modèle de faute, de ce qui se passe dans le composant. D'accord? Donc, j'ai mon fichier de résultats, je parse, j'ai mes paramètres d'injection et l'analyseur me sort les résultats. Et donc, si on regarde sur le BCM 2837, les résultats que j'ai obtenus avec cet analyseur, on obtient la chose suivante. Déjà, parce que c'est heuristique, il y a une partie des fautes, enfin, des valeurs fautées que j'ai observées que je ne peux pas expliquer, enfin, que je n'ai pas encore réussi à expliquer. D'accord? Et on est dans des proportions entre 15 et 30%. En revanche, il y a une bonne partie que j'arrive à expliquer. Et donc, ça, c'est intéressant parce que on n'est pas totalement dans le flou. D'accord? Et parmi les choses qui m'intéressent le plus, c'est les comportements qui reviennent le plus souvent. Alors, je vais expliquer rapidement les labels que j'ai utilisés. Mais quand je dis OPS dans mes labels, en fait, c'est la contraction de Observe Register. D'accord? C'est les registres observés. Et quand mon instruction exécutée, c'est un end, d'accord? Ce que j'observe, c'est que mes valeurs fautées, ce sont des end entre les valeurs initiales des registres. Et de la même manière, quand l'instruction que j'exécute, c'est un OR, fait un OU logique, la valeur fautée correspond au OU logique entre deux registres. Et j'ai testé avec d'autres opcodes, en fait, quand je fais des XOR, j'observe le XOR entre deux registres. Quand je fais des moves, j'observe simplement un registre mis à la place d'un autre. On a quelques effets de bord, on a des comportements un peu plus particuliers sur lesquels je ne vais pas m'étaler. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'opération, le lien entre la valeur fautée et les valeurs initiales est directement corrélé, encore une fois, à l'instruction que j'exécute. Quand j'exécute un AND, j'observe des AND. Quand j'exécute un OR, j'observe des OR. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça nous dit, d'accord, en fait, l'instruction que je vise, que je perturbe, joue un rôle fondamental dans ce que j'observe comme faute. Et en fait, si on pousse l'analyse un peu plus loin, ce qu'on se rend compte, c'est que la perturbation vient directement modifier l'instruction, mais subtilement, pas modifier l'instruction pour la transformer en quelque chose qui n'a rien à voir avec l'instruction initiale, c'est vraiment la modifier de manière subtile. Et quand je dis subtil, en fait, c'est modifier l'opérande, les opérandes de l'instruction. Prenons un exemple. Dans le cas où j'exécute l'expression OR R5 R5, l'effet de la faute que j'observe est similaire à modifier l'instruction originale avec les trois instructions que je cite ici, et en particulier, dans 92% des cas, la faute que j'observe est équivalente à modifier mon instruction initiale OR R5 R5 par l'instruction OR R5 R1. D'accord? Dans ce modèle de faute que j'identifie ici, on a ce que j'appelle une corruption d'instruction. Et donc, ma perturbation est capable, au moment où mon programme s'exécute, d'aller modifier l'opérande utilisé par l'instruction. Et on se rend compte que ça, c'est un modèle de faute très, très fort, parce que quand on a un programme qui doit, par exemple, comparer des mots de passe, si on lui fait comparer des mots, si on change les registres avec lesquels il travaille, il va comparer des choses qui n'ont rien à voir. D'accord, s'il doit comparer une valeur qui dit l'utilisateur authentifié, l'utilisateur n'est pas authentifié, il faut être sûr qu'il va lire dans le bon registre. C'est un exemple, mais il y en a plein d'autres si on fait un peu d'analyse de faute.
pour confirmer ça, j'ai quand même regardé ce qui se passait avec N1-8R8. Et là, c'est encore plus flagrant. Dans 100% des cas, on a forcé l'opérande au registre R0. Donc, l'instruction était modifiée R0. La question qu'on se pose ici, c'est pourquoi ces valeurs-là? Alors, globalement, ce qu'on observe, c'est que les opérandes sont forcées à des valeurs qui ont des poids de Hamming faibles. On force des bits à 0. Enfin, c'est comme si on forçait des bits à 0. Et en fait, ça correspond à des travaux qu'avait fait Fabien Magéric, où il avait aussi observé qu'avec des perturbations électromagnétiques, on forçait des bits à 0. Donc là, on retombe en plus sur des résultats de la littérature qui sont assez intéressants. Et donc ici, on a réussi à identifier du coup comment notre perturbation vient fauter notre composant au niveau ISA, jeu d'instruction. On a bien une instruction qui est modifiée. Notre jeu d'instruction n'est pas fiable entre guillemets. Et donc ça, c'est déjà quelque chose c'est un résultat qu'on peut utiliser pour faire de l'analyse de code binaire. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas cette partie-là qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe en profondeur dans le composant. Pourquoi ces instructions-là sont modifiées? Qu'est-ce qui est touché? Pardon. Donc, à partir de ça, on ne peut pas conclure parce qu'il y a plusieurs explications possibles. La première, la plus intuitive, la plus naïve, c'est qu'on touche l'encodage des instructions. Mon instruction, c'est une série de bits, donc 32 bits, et le second opérande, il est encodé sur les 4 bits de point faible. J'ai 16 registres, donc c'est encodé sur 4 bits. Donc, quand mon instruction sort de la mémoire, et sur son trajet vers le pipeline, je la modifie. Ma perturbation la modifie et force ces bits à 0. Eh bien, à ce moment-là, le pipeline, quand il va décoder l'instruction, il va avoir des bits à 0 et forcément, il va fonctionner correctement, sauf que l'instruction aura été corrompue. Et donc ça peut expliquer pourquoi j'observe des choses qui sont équivalentes à l'exécution d'une autre instruction. Ce qui est intéressant avec l'encodage sur ARM, c'est que c'est quelque chose qu'on peut tester. Parce que si je modifie effectivement l'encodage des instructions, en fait, et que je modifie bien les bits de l'instruction, ce n'est pas important de savoir ce qui est encodé sur ces bits-là. C'est indépendant de ce qui sera ensuite décodé. Donc, si l'instruction encode une valeur immédiate et que je fais la même perturbation, alors dans ce cas-là, sur ces bits-ci, je devrais aussi observer des valeurs avec des poids de Hamming faibles. Et donc ça me donne un test. Parce que si je suis capable de perturber des instructions qui manipulent des valeurs immédiates de la même manière, qui expliquent de la même manière que ce que j'observais sur les instructions qui utilisent des registres, je peux en conclure que je perturbe l'encodage de l'instruction. L'autre explication, ce serait de directement modifier la mécanique en fait, du pipeline. Si jamais l'instruction arrive correctement, non corrompue dans mon pipeline, elle est décodée correctement, mais c'est au moment de l'exécuter, mon circuit est perturbé, c'est-à-dire que le multiplexeur ici, que j'ai appelé MUX2, qui permet de sélectionner le registre qui sera utilisé par l'unité arithmétique et logique pour l'opération, est piloté par un signal. Si je perturbe ce signal, alors j'observerai un effet similaire à ce que j'ai observé avant, c'est-à-dire un opérande modifié. Le mauvais registre a été utilisé. En revanche, si on regarde, j'ai cliqué sans fait. Pardon. Si on regarde le MUX1, c'est celui qui me permet de choisir entre un registre ou une valeur immédiate. Dans le cas où il choisira une valeur immédiate, si ma perturbation ne perturbe pas les valeurs immédiates, eh bien, on peut considérer que le signal qui est en entrée du MUX1 ici, valeur immédiate, n'est pas touché. Et donc, ça me permettrait de dire, en fait, si quand j'exécute des instructions avec valeur immédiate, je n'observe pas les mêmes fautes, je n'observe pas de fautes, eh bien, je peux conclure que ma perturbation vient toucher le signal spécifiquement de ce multiplexeur. Et après, on pourra en conclure des choses sur comment protéger tout ça. Donc, naturellement, la première étape, c'est le test. Et pour faire ce test, je fais l'opération suivante. J'utilise des valeurs immédiates pour faire un move et une comparaison. Et je fais 2 branchements en fonction de si j'observe une faute ou non. Et si j'observe la valeur 170 dans mon registre R9, ça veut dire que j'ai fait le branchement qui dit que R3 et 255 n'étaient pas égaux. Donc, en perturbant ce programme,
ce que j'observe, c'est que dans 94% des cas où j'observe une faute, la R9 avait bien la valeur 170. Et donc ça voulait dire que j'ai effectivement perturbé une des deux instructions ici en modifiant le second opérand. Et le second opérand ici étant une valeur immédiate, je peux en conclure que j'ai touché l'encodage de l'instruction. L'autre caractéristique qui m'intéresse, du coup, c'est si je touche l'encodage de l'instruction, je touche l'instruction dans son chemin entre la mémoire et le pipeline. Et donc ça, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Soit je touche l'instruction avant qu'elle arrive dans le cache dédié aux instructions, d'accord, dans le cache L2, L3, soit je la touche pour aller dans le cache L1. Et donc à ce moment-là, ça veut dire que je peux perturber uniquement les instructions. Si en revanche, je touche la fois le cache L2 et L3, c'est-à-dire que je peux perturber tous les types de données qui viennent de la RAM avant qu'ils soient entre guillemets typés pour le pipeline. Et donc, là, pour savoir si je suis plutôt dans le cache dédié ou dans le cache partagé, je fais un test où je fetch des données de la mémoire et je les perturbe. Donc, j'ai fait le programme de test suivant. Je fais des accès mémoire en ayant initialisé une page de mémoire et mes registres à différentes adresses dans cette page. Et je perturbe ce programme. Et j'observe différents effets, mais en particulier, je n'observe pas de faute sur les données. Ce qui veut dire que j'ai perturbé uniquement le cache d'instruction. D'accord ? Et donc, à partir de là, ce que je peux conclure, c'est qu'on caractérise en fait une faute, enfin, on fait des perturbations dans le cache d'instruction en particulier. D'accord ? Ma faute modifie les instructions quand elles sont cherchées dans le cache d'instruction. Donc là, j'ai identifié au niveau micro-architectural la partie du composant qui était sensible aux perturbations. J'ai fait les mêmes opérations, enfin la même méthode sur le BCM 2711B0 du Raspberry Pi 4 en utilisant le laser et j'ai observé la même chose, ce qui est extrêmement intéressant. Si on regarde l'Intel Core i3 donc sur l'architecture x86, j'ai fait la même caractérisation avec des ondes électromagnétiques et j'ai encore observé le même modèle de faute. Donc ce que je peux conclure de ces travaux sur ces différentes cibles, la première, c'est que les moyens d'injection, que ce soit laser ou électromagnétique, perturbent les composants quoi qu'il arrive. Les composants complexes, en fait, les SOC, d'accord, malgré leur complexité, leur finesse de grain. Différents moyens d'injection utilisés sur différentes architectures donnent des fautes similaires. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et en fait, on ne s'y attendait pas du tout. C'est assez peu intuitif de base, mais utiliser du laser ou de l'EM sur une architecture ARM, ça donne des effets de faute très similaires. Utiliser de l'EM sur x86, ça donne aussi des fautes similaires. Toujours perturbation de l'instruction en modifiant le comportement du cache d'instruction. La conclusion du coup de cette observation, c'est que les fautes qu'on observe ne viennent pas plus du moyen qu'on utilise pour les injecter, ni de l'architecture de la cible, mais bien d'un composant qu'elles auraient toutes en commun et qui serait vraiment sensible aux fautes. Et ce que j'ai identifié, c'est le cache d'instruction. Si on regarde un peu la littérature, on se rend compte en fait que les mémoires qui cachent, mais les mémoires en général, sont des objets assez sensibles aux perturbations. Et donc, c'est un peu rassurant de se dire qu'on retombe un peu sur nos pieds vis-à-vis de la littérature. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai pu conclure sur mes travaux de caractérisation. Maintenant, si je vais conclure un peu plus globalement sur la thèse et vis-à-vis de tout ça. Déjà, il faut retenir que les SOC modernes qu'on utilise dans les appareils mobiles sont de plus en plus utilisés et donc il faut s'intéresser à leur sécurité. Et en particulier, au laboratoire de sécurité des composants, on s'intéresse aux fautes parmi d'autres attaques. Et comme il y a de plus en plus de demandes aussi, on va dire, des citoyens d'avoir de la sécurité dans leur device, des demandes d'évaluation vont apparaître. Et donc, mon travail se place dans ce cadre-là. Et donc là, on voit que déjà, on a réussi à apporter une méthode, à apporter des premiers résultats en se disant, OK, il y a des choses à faire, on peut faire une évaluation, mais il y a pas mal de travail à faire derrière. D'ailleurs, j'ai déjà contribué à pas mal de groupes de travail, notamment le groupe de travail spécifique du sous-groupe SOC OGIAS, qui s'occupe d'ailleurs en ce moment même de rédiger un document on va dire un guide pour évaluer les SOC
dans le futur. Il est en version 2.0, il va être approuvé, mais voilà, c'est des discussions qui sont en cours et j'y prends part dans le cadre de mon travail d'agent à l'ANSSI. Mais voilà, ces travaux-là m'aident à avoir un peu de compréhension, une bonne compréhension de la problématique et des enjeux aussi qu'il y a derrière. Du coup, pour résumer un petit peu ce que j'apporte dans ma thèse, parce que ce que j'ai présenté ici, c'est un travail sur lequel j'ai passé le plus de temps, mais il y a pas mal de choses qui ont été faites. Donc, tout d'abord, c'est vraiment une méthode pour caractériser des SOC, enfin, en tout cas les CPU des SOC, et surtout sans avoir de droit particulier. D'accord, on n'est pas développeur de la cible, on est juste utilisateur. On peut faire un petit programme qui va nous donner pas mal d'informations. Et ça, déjà, c'est extrêmement intéressant. J'ai un analyseur de fautes, d'accord, que je vais rendre open source avec l'autorisation de l'ANSSI que j'ai reçu tout récemment. Donc, il y a un petit peu de travail, mais voilà, il sera disponible. Et les résultats bruts seront aussi disponibles si vous voulez les analyser. J'ai aussi des résultats sur différentes cibles, d'accord, ARM et x86, et notamment x86 en particulier, parce que c'est quelque chose de très nouveau et on se rend compte au final qu'on peut avoir des effets similaires, et donc c'est intéressant de regarder ça un peu plus en détail. J'ai aussi des résultats sur des attaques, notamment sur l'AES de OpenSSL, que j'ai réussi à perturber et à réaliser une DFA dessus. J'ai identifié un chemin d'attaque pour sudo, mais voilà, c'était un peu compliqué ces dernières, enfin, surtout la dernière année pour avoir accès à des bancs régulièrement et ça prenait du temps, mais voilà, on sent que des applications comme sudo ont besoin d'être analysées et qu'il y a du travail à faire derrière. Et pour faire cette analyse de sudo, j'ai développé voilà, un analyseur et un simulateur de faute adapté, j'ai envie de dire, au logiciel Linux plus qu'au programme, on va dire, classique qu'on trouvait sur microcontrôleur. Mais ça, c'est vraiment en version très bêta pour le moment. Voilà. Et donc, pour le futur, d'accord, pour continuer tout ça. Les choses qui m'intéresseraient de travailler et sur lesquelles je pense qu'il est intéressant de se pencher sont les suivantes. D'abord, c'est tout ce qui est amélioration de ces logiciels d'analyse, parce que on a vu que c'était des programmes très compliqués. Un sudo, il y a des appels, le noyau qui arrive à certains moments. Donc, avoir des choses qui nous permettent de faire des analyses efficaces au regard des modèles de faute qu'on a caractérisés, c'est quelque chose qui me semble important, notamment pour l'évaluation. On a le développement aussi de tout ce qui permet de synchroniser avec les cibles. On a faire des caractérisations au niveau microarchitectural un peu plus poussées parce que aujourd'hui, mon analyseur, il n'identifie pas tous les modèles de faute. D'accord, il y a encore des inconnus, donc c'est intéressant de s'y pencher. Et après, c'est tout ce qui est travail d'évaluation, développement de contre-mesures, analyse de binaires, en fait, vraiment de sécurité pour pouvoir ensuite avoir des évaluations pertinentes. Et voilà, confirmer aussi, ça c'est le travail que je n'ai pas encore terminé, que le chemin d'attaque que j'ai identifié sur sudo est effectivement pertinent et réaliste. Voilà, donc vous trouvez ici mes différentes participations, enfin communication de mes travaux avec la communauté, et je suis disponible pour toute question.